Bonjour et bienvenue dans Semaine en 45, Madame, Messieurs. La trêve humanitaire annoncée par les États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo est entrée en vigueur depuis la semaine dernière. Cette trêve, il faut le dire, vise notamment à soulager les souffrances de populations vulnérables et surtout à créer les conditions d'une désescalade dans la partie orientale de la République démocratique du Congo entre le FARDC et le rebelle du M23 au combat qui se poursuivent dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et entre autres, nous ferons aussi le point sur la justice congolaise où nous allons échanger sur le ministre Constant Mutamba qui a initié depuis peu les consultations populaires en République démocratique du Congo et précisément dans la ville de Kinshasa. Ces consultations, il faut le dire, visent notamment à rendre la justice aux gens ou aux Congolais, il faut le dire tout simplement, qui ont eu à subir des injustices judiciaires en République démocratique du Congo et aussi à recueillir en tout cas toutes les doléances de celles et ceux qui ont eu à vraiment vivre l'injustice de la justice congolaise. Comme ça, nous allons faire le point avec nos invités que vous connaissez très bien sur ces plateaux. Il s'agit de Patrick Piana qui est secrétaire fédéral IDPS Tshisekedi. Nous allons donc échanger avec lui dans Semaine en 45 de ces jours. Patrick Piana, bienvenue dans Semaine en 45. Oui, merci beaucoup du fait que vous avez pensé à nous pour que nous puissions échanger les infos ou l'actualité de l'heure parce que le peuple a besoin de ces informations. La compréhension que nous, politiques, nous faisons de tout ce qui est prise comme décision et de telle sorte que le peuple soit éclairé. Mais je profite de l'occasion pour saluer mes deux co-débatteurs. Il y a M. Mayassi et il y a M. Adeba, Ensemble pour la République, ainsi que... M. Edeba, pardon, ainsi que le parti de Matata Pogno. LGD, vous avez anticipé sur les présentateurs. Bon, c'est l'occasion jamais de prouver à la face du monde que, quelles que soient nos divergences politiques, on est avant tout congolais. Exactement. Et donc, de l'autre côté, il s'agit de Joseph Edeba, qui est président fédéral Lukunga 1 et cadre de LGD. Bienvenue, Joseph Edeba, dans Semaine en 45. Merci beaucoup, Rufin Koubelesso. Dès l'entame, je vais commencer par saluer mes co-débatteurs. Patrick Piana, qui est un militant reconnu de l'UDPS, mais aussi mon frère d'ensemble, parce que nous sommes de l'opposition, il faut le dire ainsi. Nous allons ici échanger et décortiquer les thématiques alignées à l'ordre du jour pour essayer d'éclairer les lanternes de ce peuple qui va nous suivre de partout le monde et puis dans les coins et recoins de la République démocratique. Exactement, Joseph Edeba. Et enfin, pour finir la présentation, nous allons aussi échanger avec Christian Mayassi, qui est cadre et communicateur Ensemble pour la République. Christian Mayassi, bienvenue dans Semaine en 45. Merci et je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Et je salue aussi mes frères avec qui nous allons débattre cet après-midi. Et permettez-moi quand même de dire qu'en ce jour, l'honorable Mike Mukeba il totalise 420 jours en prison sans pour autant être jugé. Nous exigeons quand même de la part de nos autorités qu'il y ait un peu de, même un semblant de justice dans ces dossiers-là, parce qu'il est tout à fait anormal qu'un père de famille puisse rester autant de jours à la prison sans être jugé dans un pays qui se dit état de droit. Ce n'est pas normal et nous voulons qu'il soit pur et simplement relâché parce qu'il est coupable de rien. Il s'agit d'une arrestation que nous avons qualifiée de politique et il faut que l'honorable Mike Mukeba il soit libéré pour qu'il retrouve sa famille biologique ainsi que sa famille politique
qui est Ensemble pour la République. Ça tombe à pic puisque nous allons donc parler de ces sujets aussi. Nous allons évoquer, il s'agit de la justice congolaise. Mais avant tout, nous commençons avec le tout premier sujet, la trêve humanitaire annoncée par les États-Unis d'Amérique entre le FARDC et les rebelles du M23. Et cette trêve qui vise à soulager donc les souffrances des populations vulnérables et à créer les conditions d'une désescalade dans la partie orientale. Patrick Piana, vous êtes de l'UDP. Donc vous êtes du pouvoir en place. Comment avez-vous reçu cette nouvelle et quelle analyse faites-vous de cette trêve annoncée par les États-Unis d'Amérique dans la partie Est pour faciliter les retours, ça j'ajoute, les retours volontaires de personnes déplacées et la circulation du personnel humanitaire dans la partie orientale? Bon, je pense que lorsqu'on a annoncé cette trêve, il y a la satisfaction d'une part parce que la guerre a des effets ou des dégâts collatéraux que l'on ne sait pas imaginer. C'est vraiment terrible. Je crois que dans les années, juste après le départ de Rwandais ici, on a connu des périodes qui n'étaient pas bonnes ici dans la ville province de Kinshasa. Mais si vous regardez ce qui se passe dans la partie Est, donc on doit se poser des questions. Mais quelque part, outre la satisfaction, il faut être vigilant et inquiet. La vigilance, pourquoi? Parce que les gens qui demandent cette trêve, ce sont des Américains. Et notre peuple doit savoir que notre malheur a été décidé depuis 1939 par Albert Einstein, lorsqu'on a ramené les échantillons des minéraux géostratégiques aux États-Unis, ces minéraux qui ont permis la production de la première bombe atomique. Et c'est sur base de ça qu'Albert Einstein a conseillé au gouvernement de Roosevelt de considérer l'endroit de la Terre où ces minéraux venaient comme étant la chasse géostratégique des États-Unis. Et une mine d'or. Mine d'or. Et raison pour laquelle en 1942, les Américains avaient déjà pris l'option de considérer la partie orientale de la République démocratique du Congo comme étant appartenant à la République démocratique du Congo. Et puis nos frères doivent aussi savoir. Doivent aussi se rappeler, parce que tous on a été à l'école, on a étudié la conférence de Berlin. À la fin de cette conférence, on avait créé un seul État. C'était l'actuelle République démocratique du Congo. Donc, outre la République démocratique du Congo, la communauté internationale a créé un second État, c'est l'État d'Israël. Et partant de l'État d'Israël, nous allons comprendre la façon dont évoluent nos voisins. On doit aussi comprendre la façon dont nous devions nous comporter vis-à-vis de nos voisins. Exactement. Raison pour laquelle j'ai parlé de la prudence. Pourquoi on doit être prudent? Les États-Unis sollicitent une trêve. Mais de l'autre côté, lorsque les États-Unis sollicitent une trêve, ne citent pas le M23, mais citent l'État rwandais. Ça veut dire que le M23, ce n'est qu'une coquille vide. En réalité, ce sont des Rwandais qui nous attaquent. Alors, lorsque c'est déjà révélé comme ça par les Américains, on doit être prudent. Pourquoi on doit être prudent? On sait qu'à chaque fois qu'il y a eu une trêve, de l'autre côté, c'est la réorganisation. Exactement. Vous savez que nos voisins ont fait pratiquement aujourd'hui plus de 2 ans pour atteindre ne fût-ce que Goma, c'était un problème. Alors qu'en 1996, ils avaient fait pratiquement 7 mois pour atteindre la ville-province de Kinshasa. Donc, c'est-à-dire quelque part, il y a une résilience au niveau de l'armée. Je publicite et je félicite l'armée congolaise pour dire que ces gens-là font du boulot sur terrain. Mais maintenant, pardon, une minute. En une minute. Maintenant, là où il faut être prudent, il faut utiliser la stratégie de Netanyahou. J'ai parlé de la similitude entre la RDC et l'État d'Israël. Et seul Netanyahou connaît le comportement de mondialistes qui sont représentés aujourd'hui aux États-Unis par les démocrates. C'est-à-dire, trêve ou pas trêve, celui qui veut la paix prépare quoi? La guerre. Donc, c'est-à-dire, c'est l'option militaire. Exactement. Que moi je sollicite, bien qu'on ne peut pas abandonner la diplomatie. Exact. Mais c'est l'option militaire qu'on doit maintenant viser. Joseph Edeba, pour vous, quelle est l'importance de cette trêve humanitaire, puisque sur terrain, plusieurs sources locales nous disent que de l'autre côté, il y a des rebelles qui renforcent leur rang pour venir attaquer encore la République démocratique du Congo. Vous savez, cher Ruffin, et nos téléspectateurs doivent comprendre que même dans une situation de guerre, les lois internationales existent. Vous comprenez? Exactement. Je vais ici évoquer un adage qui explique ceci.
Siwis Witam, Parapakem. Siwis Pakem, Parabellum. Si nous voulons les vies, il faut préserver la paix. Vous comprenez? Exactement. Les gens qui sont morts ou qui perdent des vies au jour le jour à l'Est, ce sont nos frères congolais. Et d'autant plus que cette guerre d'agression se passe dans nos territoires. Et donc, en effet, il est important ici de privilégier le fait que nous puissions sauver des vies. Voilà l'importance de la trêve. Vous comprenez? Mais au-delà de ça, il ne faut pas oublier que pendant ce moment de trêve, il faut faire les Siwis Pakem Parabellum, c'est-à-dire se préparer conséquemment à la guerre parce que nous devons défendre nos territoires. Cette guerre injuste nous imposée par le Rwanda aujourd'hui, c'est connu parce que les Nations Unies l'ont décrié, ont décrié la complicité de nos pays voisins, parce qu'il n'y a pas que les Rwandais, il y a aussi l'Ouganda qui déjà appuie les groupes rebelles pour mettre de l'instabilité à l'est du pays. Mais et sans pourtant vous couper, Joseph et Débat, depuis 1 an, nous sommes sur terrain avec le groupe rwandais dans le front. Nous faisons la guerre avec eux. Comment comprendre que c'est l'Ouganda que l'ONU accuse aujourd'hui d'être en complicité avec le Rwanda? Vous savez, cher Ruffin, nous avons un pays immense, un pays à une superficie gigantesque, vous savez. Il est aujourd'hui concevable que nous puissions être attaqués par n'importe qui parce que nous abordons déjà plus de 9 voisins. 9 pays voisins. Et donc, la menace peut venir aujourd'hui du Centrafrique. La menace peut venir demain de l'Angola. La menace peut venir de la Zambie. Et il faut comprendre ici l'importance de monter et de construire une armée invincible pouvant nous défendre face à tout spectacle qui va devoir se créer par un ennemi, je ne sais pas quiconque, pour attaquer l'intégrité territoriale, d'autant plus que ça rentre aussi dans le cadre des priorités, n'est-ce pas, en termes de responsabilité que l'État a envers la population, les défendre. En effet, j'étais en train de continuer pour dire que si nos pays voisins nous agressent aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont compris que du côté est de notre pays, il y a beaucoup de richesses, sol et sous-sol, et qui profitent à ces gens au moment où ils nous agressent dans l'instabilité pour asseoir leur économie. C'est comme ça que nous disons ici que c'est important que nous puissions recourir, même en étant dans une situation d'agression, à la trêve, pour permettre à ce qu'il y ait allègement des situations compliquées que vivent nos compatriotes congolais. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi quelque chose, une stratégie politique où l'on peut permettre à des belligérants, parce qu'ici il s'agit du Rwanda et de la RDC, à pouvoir peut-être arranger quelque chose s'il y a des faits. Mais il faut comprendre que la guerre se passe en RDC. Et c'est les Rwandais qui nous agressent, non pas au Rwanda, mais en RDC. La trêve humanitaire, c'est pour les Congolais l'avantage, mais aussi, quelque part, il faut qu'on se prépare de manière à ce que l'ennemi ne puisse pas avoir de proportions qui nous dépassent au moment où la trêve va finir pour gagner davantage de territoires. Et c'est pourquoi vient rentrer la notion de se préparer conséquemment à la guerre. Vous savez, cher Ruffin, c'est aujourd'hui important de mentionner ici que ce sont nos frères congolais qui perdent de vie et ça ne nous achante pas. Mais cela aussi va directement ensemble avec aujourd'hui la politique de défense qu'aujourd'hui met en place nos gouvernants, pouvant définir un leadership fort pour restaurer la paix et l'intégrité territoriale, parce que ça fait déjà 2 ans jour pour jour que une partie de notre territoire est sous le contrôle de l'ennemi et ça ne plaît pas à un seul Congolais. Il s'agit de Bunagana. De Bunagana et bien d'autres territoires. J'ai appris hier que nous avons perdu aujourd'hui, l'ennemi contrôle plus de 4 territoires et plus de 80 localités. C'est déjà beaucoup en termes de superficie. Nous devons agir conséquemment, mais cependant, aujourd'hui, nous avons affaire aussi à un leadership managérial en cette matière de guerre qui aujourd'hui montre ses limites. Et donc, en effet, il est ici important parce que au travers votre canal de communication, ces autorités qui nous suivent, qui peuvent faire quelque chose, ils doivent prendre en compte les analyses que nous faisons pour essayer de voir l'importance de mettre des stratégies idoines à pouvoir rétablir la paix à l'est du pays. Merci Joseph Edeba. Christian Mayassi, vous êtes aussi de l'opposition, Ensemble pour la République. La grande question était de savoir si les 2 partis, donc le FRDC et le rebelle du M23, vont respecter cette trêve annoncée par les États-Unis. Mais à ces jours, dans un communiqué de presse,
Je le signale, le FARDC accuse le M23 d'avoir violé la dite trêve en lançant des attaques simultanées sur leur position au village de Niangue et Mpati, à 80 km de Kinshasa. Comment comprendre ces semblants de trêve que les rebelles M23 n'ont pas eu à respecter? Bon, déjà, selon moi, cette trêve n'allait rien apporter sur terrain. Donc, il s'agissait là plutôt de donner un accès au personnel humanitaire, afin d'apporter leur soutien aux réfugiés. Mais sur le plan des hostilités sur le terrain, cette trêve ne va pas sûrement changer quelque chose. La preuve en est, le M23 n'a pas respecté cela. Ils ont repris, comme vous venez de le dire, depuis 4h52 ce mercredi, ils ont repris avec les attaques. Sur terrain. Oui, ils ont attaqué nos positions dans quelques villages au nord Kivu. Donc nous avons dit qu'il s'agit là plutôt d'adopter des mesures sécuritaires claires. Nous avons vu que le régime actuel, l'Union sacrée, n'a pas une politique sécuritaire claire depuis le début de ce conflit. Donc, on a observé plusieurs tâtonnements de la part de nos autorités, plusieurs décisions, plusieurs contradictions qui commencent à nous coûter cher aujourd'hui. Et nous disons ceci. D'abord, la guerre à l'Est n'égale, donc ça ne signifie pas M23. Parce que ce régime nous a fait croire que l'insécurité à l'Est égale M23. Or, il y a des Codeco, il y a des ADF, il y a beaucoup de groupes armés qui sont en train de s'aimer la terreur dans la population congolaise. Mais pourquoi nous focalisons toutes nos forces, bien que le M23 soit soutenu par le Rwandais, ça c'est une certitude, mais nous devons aussi prendre le problème de l'insécurité dans sa globalité. Autre chose, c'est que le problème de l'insécurité à l'est de notre pays sera résolu par le Congolais. Il n'appartient pas aux États-Unis ou à la SADC ou à l'EAC de venir nous aider à instaurer la paix chez nous ici. Donc le problème de l'insécurité sera résolu par les Congolais. Ensemble pour la République, nous le disons, et Moïse Katumbi le dit presque tous les jours, que nous devons mobiliser nos forces armées, mieux les équiper, mieux les entretenir, leur donner suffisamment de moyens pour qu'ils nous produisent des résultats sur terrain. Parce que, en regardant, nous voyons que depuis quelques mois, nous sommes beaucoup plus en train de subir que d'agir. Et trop souvent, nous réagissons par des communiqués. Une guerre ne se gagne pas par des communiqués. Moïse Katumbi a dit que le Rwanda ne nous respectera qu'avec la puissance de feu. Nous devons attaquer, nous devons mettre le Rwandais mal à l'aise pour qu'ils arrêtent de faire tout ce qu'ils sont en train de faire chez nous. Et puis, en dernière position, pour conclure, nous devons montrer au monde que nous sommes réellement agressés. Nous devons adopter des attitudes qui font voir au monde entier que nous sommes agressés. Le 9 juin dernier, il y a eu entre 4h et 7h du matin, nos compatriotes tués à Béni, près de 50. Mais on a vu le même jour à 15h le président de la République au stade de Martyrs, en train de suivre un match de football où on n'a même pas réservé une minute de silence pour les gens qui sont morts ce jour-là. Donc moi je pense que à un moment donné, nous devons nous comporter comme des gens qui sont agressés, parce que lorsque nous voyons l'opulence dans laquelle nos autorités vivent, les cortèges, les fêtes de mariage, les voyages par-ci, par-là, nous ne pouvons pas donner cette impression-là à l'extérieur que nous sommes réellement agressés. Il s'agit du Congo, il s'agit de notre pays. Il y a aussi des fêtes en Ukraine, il y a aussi des gens qui se marient en Ukraine, bien que le pays... Non, on n'interdit pas aux gens de se marier, mais moi je vois l'attitude de Zelensky. Je ne vois pas Zelensky aller suivre un match de football pendant que ça tire chez lui. Mais il a suivi les matchs pendant que l'Ukraine jouait. Oui, mais... Je pense que nous avons tous vu des photos. Oui, on a vu. Mais pour nous, ça devient je peux dire, ça devient un peu de trop. Ça veut dire que nous devons donner cette impression-là que nous sommes réellement agressés. Et puis nous avons ici
un ministère qui est chargé de l'éveil patriotique. Merci Christian Mayassi. Qu'est-ce que cette ministre-là fait? Parce qu'il s'agit de la ministre de la Jeunesse. Elle a aussi parmi ses prérogatives l'éveil patriotique. Est-ce que lorsque nous regardons les chaînes congolaises, lorsque nous sommes sur les réseaux sociaux, est-ce que nous voyons qu'on nous emmène à réfléchir comme des gens qui sont réellement agressés? On ne voit rien de patriotique. Donc nous disons que il faut vraiment que cette fois-ci, nous puissions adopter des attitudes sérieuses, surtout de la part de nos autorités, pour enfin relever le défi de l'insécurité qui existe depuis plusieurs décennies. Patrick Piana, vous aurez donc à rebondir sur ce que vient de dire Joseph Edeba et Christian Mayassi. Mais entre-temps, je voudrais savoir, puisque vous êtes du pouvoir, aujourd'hui, comment expliquer que selon plusieurs Congolais, analystes internationaux ou nationaux, n'arrivent pas à comprendre que la RDC, on parle un peu de la montée en puissance des FRDC, mais que sur terrain, nous n'arrivons pas, je ne veux pas dire nous n'arrivons pas, mais sur terrain, nous n'arrivons vraiment pas à mettre à mal ou en déroute les M23 qui aujourd'hui contrôlent beaucoup de nos localités. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour que nos vaillants FRDC arrivent vraiment à mettre, à débouter l'ennemi dehors pour que la paix puisse revenir dans la partie est de la République? Bon, je pense qu'il y a beaucoup d'ingrédients à mettre en place. D'abord, par rapport à tout ce que les amis ont dit, je comprends qu'ils sont nationalistes, ils aiment la République démocratique du Congo, ils ont posé des problèmes tels que ça devait être résolu. Je crois pour le problème de manifestation, la présence des autorités dans un match de football. Je crois qu'on a vécu avec Zelensky, avec le président Bush ou Obama, lorsqu'ils avaient guerre avec l'Irak et consorts. Mais cela ne dit pas que on encourage cela. Et ça arrive parce que la gestion de la République démocratique du Congo, on est partagé entre deux mondes différents. Parce que lorsqu'on ne s'intéresse pas aussi aux activités où la nation est engagée, on dira tout simplement qu'il a boycotté. Donc ça dit que la perception congolaise, ça a toujours été pris dans la logique d'un verre. Okay. C'est-à-dire que moi je peux voir un verre à moitié plein, alors que Christian les verra par exemple à moitié vide. Mais le plus important pour moi, c'est de répondre à ce que tu as comme préoccupation. C'est-à-dire que la préoccupation majeure pour résoudre le problème de la République démocratique du Congo, il faudra que d'abord sur le plan politique, même si nous sommes en opposition avec nos frères et sœurs en termes de vision politique, mais je pense que arriver à un conciliabule politique pour réfléchir guerre, ce n'est pas du tout mauvais. Ça, c'est ma conception. Okay. Ça n'engage pas l'UDPS, mais ça, c'est ma compréhension. C'est-à-dire qu'il faudra qu'à un certain moment, que les gens qui sont attitrés leaders politiques puissent se retrouver, s'asseoir et comprendre qu'est-ce qui ne va pas sur le plan politique pour que nous ne soyons pas malmenés par les pays voisins. Ça, c'est un élément. Jusque-là, c'est pas fait. Nous voyons un peu de réunion. Non, jusque-là, lorsque je parle politique, donc c'est-à-dire opposition et pouvoir peuvent aussi s'asseoir. Donc essayer, un dialogue. Vous souhaitez un dialogue? Pas dans le sens d'un dialogue. Lorsque la guerre de l'Ukraine a commencé, c'est l'ancien chef de l'État qui était pro-russe qui est venu voir l'actuel chef de l'État pour échanger. Ce n'est pas du tout mauvais. Si et seulement si parmi les gens qui ont géré la République il y a pratiquement 10 ans ont des ingrédients à soumettre à l'actuelle administration, ça ne dérange pas. Et cette symbiose-là sur le plan politique apporte de l'espoir. Vous comprenez? Okay. Ça apporte de l'espoir. Deuxièmement, vous savez, nous avions une guerre qui est à la fois atypique et une guerre qui semble être normale. Normale pourquoi? Parce qu'on a cité un pays, le Rwanda. C'est-à-dire que nous pouvons aujourd'hui, nous avions tous les alibis possibles aujourd'hui pour dire qu'on peut dégager les hostilités avec le Rwanda. Parce que le Rwanda d'hier était estampillé comme étant un pays des Tutsis et les Tutsis étaient supposés comme étant les gens qui sont tués. On a parlé des génocides, mais aujourd'hui c'est démontré noir sur blanc. Il ne s'agissait pas de génocides tout simplement Tutsis, mais il s'agissait de génocides rwandais parce que pendant les années 94, Tutsi, Toi et Hutu s'entretuaient. Donc il y a eu de morts de partout.
Vous comprenez? Donc ça dit que même si aujourd'hui on déclenchait les hostilités contre le Rwanda, je vous dis qu'on ne peut plus parler génocide parce que c'est prouvé aujourd'hui même par les organismes des Nations Unies que la RDC est réellement agressée. Raison pour laquelle j'ai dit que il y a un Premier ministre qui nous a prêché la logique, c'est Netanyahou. Donc la seule logique telle que je vois la task force présidentielle se réunir, je me dis, avec la présence du ministre des Finances, je me dis, peut-être que nous sommes à la mesure où on est en train de réunir les moyens. S'il faut attaquer le voisin, il faut attaquer le voisin. Mais il y a un élément que moi je souhaiterais, c'est que l'autorité puisse intégrer. Exact. Dans toutes ces réunions, on doit intégrer le ministère de l'économie. Pourquoi on doit intégrer le ministère de l'économie? Lorsqu'on doit aller dans une guerre, il faut mettre en place le modèle économique lié à la guerre. Pourquoi? La guerre amène la désolation, amène la misère. Mais lorsqu'on regarde en face de nous, il y a l'Ouganda avec un produit intérieur brut de 45 milliards, il y a le Rwanda avec un produit intérieur brut de 13,5 milliards. Si vous faisiez la somme, donc nous sommes, nous, avec nos 70 milliards de produits intérieurs bruts, en face de deux nations qui sont en deçà de 55 milliards. Donc c'est-à-dire que sur le plan économique, on a déjà le potentiel. Si nous regardons notre budget lié à la loi de programmation militaire pendant les 5 ans, c'est 18 milliards, c'est-à-dire que nous pouvons prendre les risques. Alors, comme nous pouvons prendre les risques, c'est-à-dire avec la manne minière que nous avions, je souhaiterais c'est que le ministre de l'économie puisse déjà déclencher les mécanismes d'une économie liée à la guerre. C'est tout un processus. Non, effectivement. Non, on est ministre. Non, on est ministre pour apporter des solutions. Je ne voudrais pas revenir à Colbert. Si nous sommes politiques et nous passons pour parler, c'est entre autres pour dire aux autorités de nous écouter aussi. Peut-être que je ne vais pas avoir la solution magique, parce que lorsqu'il faut aller dans une logique de guerre, il faut se profiler dans le long terme. Or, nous, on a une manne financière. Ce sont les mines. Donc, il y a possibilité de mettre en place un modèle économique qui ferait que nous ne puissions pas échouer sur le plan économique. On a vu le cas de la Russie, qui s'est bien préparée. Lorsqu'il y a eu toutes les mesures prises par les pays occidentaux, l'économie de la Russie a fait semblant de chuter et aujourd'hui c'est la croissance, et la croissance de la Russie c'est plus que la croissance de l'Europe et ça dépasse même la croissance des États-Unis. Donc comprenez qu'il y a possibilité d'asseoir un modèle lié à la guerre et que nous puissions déclencher les hostilités, parce que sans les hostilités, comme l'a toujours dit M. Mouzitou, le Rwanda ne va pas nous respecter. Nous le croyons vraiment que nous aurons à déclencher ces hostilités. Dernière question, messieurs. Je pose la question comme ça. Une trêve humanitaire sous l'instigation des États-Unis d'Amérique. Est-ce là un piège, un gros piège, il faut le dire, pour la RDC? Si je vais tenter de répondre à la question, je crois que la convention collective de Genève, comme je vous ai dit, exige à ce que dans des moments de guerre, qui est le respect des lois. C'est comme ça qu'on a même parlé de Boucha quand il y a eu bombardement avec des armes non conventionnelles. C'est la même chose avec nous en RDC aujourd'hui. Nous sommes un pays évidemment agressé. Avant de parler des intentions cachées des États-Unis derrière cette trêve proposée, parce que déjà il faut dire que le M23 n'a pas accepté de respecter la trêve proposée. Ça veut dire que c'était une proposition jusque-là, mais nous qui comprenons que c'était nécessaire de les considérer ainsi pour soulager cette population en souffrance, avons respecté. Mais aussi, il ne faut pas oublier que nous faisions ici depuis longtemps appel à l'intervention de la communauté internationale qui jusque-là ne répondait, ne disait mot quant à notre doléance. Okay. Vous savez, le conflit entre États se règle aussi entre une diplomatie qui, n'est-ce pas, valorise et révalorise ce que nous pouvons défendre comme intérêt de la République. Parce qu'entre États, il n'y a que les intérêts. Nous pouvons parler amour, nous pouvons parler relations, mais tant que les intérêts de la RDC sont menacés, il n'y a pas de relations diplomatiques. Et donc, en effet, je pense que nous appelions à l'intervention de la communauté internationale qui, aujourd'hui, peut-être pensons que les États-Unis essayent de répondre à notre doléance par rapport à ça. Mais il faut aussi notifier une chose. Pour finir, Desmond Tutu disait qu'en temps de crise, rester silencieux, c'est choisir les camps de l'oppresseur.
Si aujourd'hui la communauté internationale ne dit mot, n'intervient pas pour apporter la solution à l'est de la République démocratique du Congo, c'est parce que quelque part il y a de ces tireurs de ficelle qui se retrouvent dans ces pays que nous appelons à l'intervention. Mais au-delà de ça, il faut comprendre une chose, qu'il n'y a aucune nation, aucune armée étrangère qui ne viendra rétablir l'autorité de l'État et reconquérir nos espaces aujourd'hui occupés par la force de l'ennemi. Et donc, en effet, il est important pour la RDC de sortir au-delà des conflits qui ne produisent absolument presque rien, mais de rentrer dans la concrétisation. J'ai entendu ici mon frère Patrick en 30 secondes dire qu'il est nécessaire que les anciens gouvernants puissent revenir. Il a donné l'exemple de l'ancien président de l'Ukraine qui est venu aider Zelensky. Mais Matata, ici dans ce pays, a donné des stratégies et a dit que si en 2013, la RDC avec la force, les FARDC, nous avons pu défenestrer l'armée rwandaise via les M23, c'était à cause d'une opération 100% congolais dénommée Pomme Orange. Il faut que nous puissions réfléchir aujourd'hui à des stratégies qui revalorisent notre armée pour, n'est-ce pas, reconquérir notre terre et apporter la paix. Patrick Piana, Christian Mayassi, qui de vous prend la parole? La question est ouverte. On peut toutefois prendre la parole pour dire que les États-Unis, dans cette histoire, ne jouent pas franc jeu. Vous savez, l'épicentre de la résonance de la guerre a été déplacé même du Rwanda pour le Kenya. Donc on doit faire attention parce que lorsqu'on parle de troupes ougandaises ou la facilitation ougandaise par rapport aux troupes rwandaises pour nous attaquer, on doit savoir aujourd'hui que l'épicentre c'est le Kenya. Donc ça dit que moi je me dis, les États-Unis d'Amérique par rapport aux armes non conventionnelles telles que ça a été évoqué par Joseph Edeba, les États-Unis d'Amérique n'ont pas de leçons à nous donner dans ce sens-là parce qu'ils ont utilisé la bombe à effet à souffle en Irak, ce n'était pas une arme conventionnelle. Donc vous comprenez les dégâts que ça a créé dans les vies humaines irakiennes. Donc comprenez que pour moi je me dis, s'il faut mettre toutes les intelligences en place, la meilleure défense, c'est l'attaque. Si on ne déstabilise pas le régime Kagame, parce qu'on s'est dit que quelque part, les Rwandais sont nos frères, mais lorsqu'on analyse l'effet boomerang de tout ce que nous produisons chez nous en termes de coltan, c'est le Rwanda qui se positionne comme étant pays premier producteur. En ce qui concerne 2013, tel que l'a dit Joseph Edeba, il peut avoir raison par rapport à ça, mais l'histoire nous démontre qu'il y a eu des engagements, il y a eu des contrats, raison pour laquelle le Rwanda était désigné meilleur producteur mondial de coltan en 2014, 2015, 2016, 2017. Et ce n'est qu'en 2023, suite à la guerre, qu'ils ont repris parce qu'on avait déjà repris notre place. Donc c'est pour dire qu'il y a eu des jeux qui se sont passés sous cette époque-là dans l'Omerta, mais l'occasion nous est donnée maintenant, si et seulement si nous, politiques, nous pouvons nous asseoir par rapport à cette guerre, parce que si aujourd'hui, par exemple, M. Félix Tshisekedi n'est plus président, c'est lui qui viendra, trouvera toujours la guerre, parce que Kassavou avait déjà trouvé la guerre du côté des Fizi. Donc c'est pour vous dire qu'aucun président de la République démocratique du Congo a été épargné. Merci, alors il faut Patrick maintenant Piana. trouver des solutions solides. Merci. Christian Mayassi. Bon, moi je suis tout à fait d'accord par rapport à ce que M. Piana vient de soulever. Il faut vraiment se mettre ensemble. Moi, je suis de cet avis-là, que les Congolais doivent être unis par rapport à la situation sécuritaire à l'Est, parce que la situation devient inquiétante tous les jours. La cohésion nationale est très importante lorsque nous subissons une agression. Et aussi, nos amis qui sont au pouvoir doivent avoir le sens de l'écoute. Aujourd'hui, Joseph Kabila est vilipendé ici par le régime en place. Il a fait ceci, il a fait cela. Est-ce qu'il serait le bienvenu quand il aura une proposition? On sollicite sa présence ici. Parce que on a besoin de lui. Parce que Joseph Kabila connaît mieux la situation sécuritaire de notre pays, parce qu'il a vu le M23. Le M23 a été défait sous son régime en 2013. On a vu nos forces armées combattre le M23 et mettre le M23 Merci Christian Mayassi. Passons donc à la deuxième thématique où chaque jeudi du mois, Constant Moutamba recevra comme ça le plainte et les témoignages des victimes de l'injustice, de la justice congolaise. Il s'agit bien là de consultations populaires que le ministre de la Justice a eu à lancer depuis peu pour
faire justice ou pour faire de son mieux que celles et ceux qui ont eu à subir de mauvaises pratiques judiciaires puissent être rétablis dans leurs droits, il faut les dire. Alors, je commence avec vous, Patrick Mpiana. Pensez-vous que ces consultations populaires vont donc guérir la maladie de la justice de la République démocratique du Congo? Bon, je suis dubitatif par rapport à ça, parce que la République démocratique du Congo, c'est 26 provinces. Si on doit consulter rien que dans la ville-province de Kinshasa, qu'est-ce que les gens qui sont à Lingomo, qui sont à Djolu, qui sont à Banalia, qui sont à Ngandajika vont dire, parce qu'ils ne seront jamais consultés. Mais si et seulement si... Il dit que ça sera sur toute l'étendue de la République. Il n'aura pas le temps de couvrir toute la République démocratique du Congo, parce que les problèmes sont légion. Exact. Et je pense que si et seulement si c'est l'occasion pour lui de faire un exercice de collecte d'informations, et à l'issue de ces collectes d'informations, il pourra maintenant tirer une conclusion. Là, c'est important. S'il essaye de mettre en place un échantillon qui respecte les normes. Moi, je suis des sciences économiques, je comprends. Lorsqu'il y a l'analyse de l'échantillonnage, c'est ce qui doit être fait. S'il collecte les informations et qu'on peut analyser ces informations, dire que ce qui est perçu dans l'analyse des perceptions, comment notre population perçoit d'abord notre justice et comment les comportements des magistrats sont analysés et acceptés par notre justice et comment se comportent les magistrats. Et sur base de ça, s'il peut maintenant s'atteler à des réformes pour trouver des solutions définitives à tous ces problèmes, parce que on a vu par le passé, il y avait un ministre qui faisait pratiquement la même chose, M. Lozo Lobambi, le professeur. Le professeur faisait aussi ses consultations. Ça a apporté quelques fruits, mais ça n'a pas résolu le problème de la justice. Alors moi, je souhaiterais que dans sa démarche, qu'il puisse essayer, après avoir collecté toutes les informations, il peut circuler les 25 autres provinces, plus la ville-province de Kinshasa, et maintenant fixer la logique et la politique à suivre et commencer à initier des réformes et imposer la façon dont on doit réguler le problème de justice dans notre pays. Le temps file tellement que je dois prendre vite Joseph Edeba. Alors, en 2 minutes, Joseph Edeba, cette campagne de consultation populaire a pour objectif de s'attaquer aux inégalités judiciaires en offrant une plateforme aux citoyens pour s'exprimer et puis, au fait, dégager leurs griefs, ce qu'ils ont dans l'âme par rapport à ce qu'ils ont vécu, à l'injustice de la justice congolaise. Est-ce là un effort sincère de Constant Moutamba pour enfin réformer les systèmes judiciaires dysfonctionnels en République démocratique du Congo? Je vais répartir ma réponse en 2 tranches. La première tranche, je vais prendre 30 secondes pour d'abord revenir sur la question qui a été abordée avant ici tout à l'heure, où mes co-débatteurs qui partagent avec moi ces plateaux étaient en train de parler de l'unité nationale pour, n'est-ce pas, se resserrer les coudes, afin de, n'est-ce pas, associer l'intelligence pour, n'est-ce pas, mettre une politique qui va, n'est-ce pas, apporter la paix à l'est du pays. Vous savez, c'était en 2022, je pense que c'était au mois de novembre, si je ne m'abuse pas, le président Félix-Antoine Tshisekedi a appelé à l'unité nationale. Mais qu'est-ce que cela a donné comme résultat, enfin? Il y a eu des déclarations de ces chefs de regroupement des partis politiques en faveur de son appel. Mais à la fin des comptes, l'UDPS n'a jamais suivi les conseils et c'est comme ça que nous traînons dans cette situation jusqu'à aujourd'hui, parce que la preuve est que le président Félix-Antoine Tshisekedi, après avoir fait un discours, il n'a plus jamais recouru à l'unité de manière à appeler à l'intervention et à la participation. Laissez-moi, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Je vais finir. C'est ça l'unité. C'est comme ça que ça n'a produit aucun effet, parce que ça s'est resté discours vil et improductif. Parlons de la justice aujourd'hui. Vous savez pourquoi notre pays n'avance pas? C'est parce que la Bible le dit. Nous sommes dans un pays qui est beaucoup plus chrétien, que la justice élève une nation. Si aujourd'hui, quelque part, notre pays demeure dans des situations de détournement auxquelles ces dignitaires sont rattachés au pouvoir direct, notamment le cas de Nicolas Kazadi, qui a été interdit de quitter le pays, mais au-delà des attentes de réforme de justice que amène M. Moutamba,
le ministre, l'ancien ministre, pour le dire ainsi, a quand même quitté le pays pour aller se faire soigner selon lui. Alors, on ne sait pas s'il va revenir. Ça veut dire qu'ici, nous avons affaire à un système pour le combattre, comme a dit mon frère ici, que j'ai beaucoup d'estime. Ça ne se gagne pas comme un pari du coup à la baguette magique. Il faut du temps, mais aussi il faut être en symbiose avec les services pour combattre cette corruption qui déjà doit commencer par être redressée à partir de la présidence de la République, parce que beaucoup de ces détourneurs, déjà pour commencer, ceux qui violent et foulent aux pieds les lois, ce sont ces dignitaires dans des cabinets, dans des postes de responsabilité d'État. Merci Joseph Edeba. Christian Mayassi, je prends Constant Moutamba par ces mots. Il dit « Ces consultations populaires permettront de mieux comprendre le problème auquel les citoyens sont confrontés et de prendre des mesures concrètes pour améliorer le fonctionnement de la justice congolaise. » Pensez-vous que Constant Moutamba a pris le taureau par le corne et est-ce que c'est par là que la population congolaise l'attendait en tant que ministre de Justice? Bon, je dirais que le problème de la justice congolaise sont connus. Constant Moutamba n'invente rien et tout ce qu'il relève aujourd'hui comme problème ont déjà été soulevés par ses prédécesseurs. Il n'invente rien. Le problème de la justice sont connus. Ce que nous attendons de lui, c'est la matérialisation de tout ce qu'il nous dit. Passer chaque jour à la télé, être sur Facebook, YouTube tous les jours, ce n'est pas ça un travail d'un ministre. Cela ne prouve pas qu'il fait réellement le travail qu'on attend de lui. Nous exigeons, ce que nous demandons, c'est de voir les résultats sur terrain. Et je vous avais dit hier lors de mon intervention à la radio que c'était matériellement impossible à Constant Moutamba d'organiser ces consultations chaque jeudi, même au niveau de province, tout ça, matériellement en termes de temps. Parce qu'il n'a pas que ça comme travail à faire. Donc matériellement c'est impossible et nous avons dit que c'était du populisme pur et simple. Nous attendons plutôt des résultats plutôt que de nous amener du spectacle sur les réseaux sociaux tous les jours. Donc pour nous, nous attendons des résultats. Nous voulons qu'il travaille. Nous attendons la matérialisation de ce problème, de tout ce qu'il est en train de nous dire. Et nous demandons à Constant Moutamba de se rappeler qu'il y a Mike Moukeba et qu'il est en prison. Pourquoi il parle de tout sauf ça? Il a été à la prison centrale de Makala. Il sait que Moukeba y est là. Pourquoi il reste silencieux par rapport à ce cas-là? Nous trouvons que ce n'est pas normal. Il doit beaucoup plus travailler que de... Alors, messieurs, dernière question pour boucler donc l'émission d'aujourd'hui. Concrètement, que faudrait-il pour la République démocratique du Congo aujourd'hui pour redresser l'appareil judiciaire? Question ouverte. Qui prend la parole? Bon, moi je dirais plutôt, en ce qui concerne le redressement de notre appareil judiciaire, il faudrait d'abord diagnostiquer le cas, parce que notre justice a beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, dans notre pays, il est difficile qu'un ministre, quel que soit le montant qu'il a détourné, puisse croupir en prison. Ça devient pratiquement impossible. Ogbota est en prison, je rappelle. Non, mais il faut savoir aussi pour combien de temps. On a vu Jamal en prison. On a vu Jamal et les autres en prison. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Donc, nous disons qu'il faut que la justice soit la même pour tout le monde. Qu'une personne qui n'a pas de moyens subisse la rigueur de la loi au même titre que celui qui a des millions. Donc, nous voyons qu'avec l'arrivée de ce régime, il y a beaucoup plus tendance à condamner les gens pour des faits qui sont... donc des faits qui sont insignifiants, pendant qu'il y a ces gens-là, oui, Bénin, merci, pendant qu'il y a des gens qui sont en prison parce qu'il a volé une montre, parce qu'il a volé un coq, il a pris la poule d'autrui, il a préparé, il a mangé, il est à Makala pour 5 ans pour ça. Merci, pendant qu'il y a ceux-là qui ont des millions de dollars de Congolais, qu'ils ont détournés, qui sont en train de se balader à Kinshasa, même avec des cortèges, on les voit partout ici. Merci, donc il faut que la sanction aussi pour suivre, nous devons sanctionner les magistrats et les juges corrompus, les traduire en justice et le mettre en prison. Patrick Piana, en une minute. L'arsenal judiciaire congolais est riche. Mais le problème est que l'homme congolais est corrompu. Donc il faut d'abord commencer par traiter l'homme congolais
Parce que par rapport à tous ces dossiers que mes co-débatteurs parlent, que ce soit les dossiers forage ou lampadaire, je crois que nous souffrons un problème dans l'application de loi. On regarde les individus, mais l'assiette dans laquelle le détournement est préparé, la DGSMP, on n'en fait pas allusion. Mais cette fois-ci, moi, j'applaudis la justice. Ce n'est pas parce que M. Nicolas Kazadi n'est pas arrêté, mais c'est par le fait que dans le respect des lois de marché public, le suspect numéro 1 dans les dossiers de forage est arrêté. C'est le ministre des tutelles. C'est le ministre sectoriel. Il est arrêté. Si M. Nicolas Kazadi, quel que soit là où il est, s'il est coupable, si la République veut, il sera arrêté. Vous comprenez? Alors, ce qu'il faut aussi combattre est que la politisation de la justice. Aujourd'hui, par exemple, un monsieur tel que Matat est en train de circuler alors qu'il avait un dossier en justice. C'est par le fait que je ne sais pas qu'il est allé... Non, non, c'est pas par le fait qu'il est allé voir. Non, c'est pas parce qu'il est allé voir. Non, 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 c'est pas par le fait qu'il est allé voir l'informateur et qu'il a été béni, ça je ne sais pas. Non, c'est pour vous dire que... Aujourd'hui, je suis pour la dépolitisation de la justice. Bien que Constant Moutamba puisse partir déjà dans cet aspect-là étant que politique, mais il est ici important de mentionner que s'il y a des gens qui violent au jour le jour les lois du pays, ce sont les membres de l'Union sacrée. Je prends ici l'exemple du secrétaire général du parti de mon frère qui est le secrétaire fédéral ici en face. Monsieur Kabouya, fort de toute sa puissance, a fait quoi? Identifie Kabila, l'ancien président et sénateur à vie comme étant un danger pour ce pays. Sans être, s'il vous plaît, non, vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. Tu n'ai que 30 secondes. Tu t'es attaqué un innocent. Je n'ai que 30 secondes. Kabouya, c'est un innocent. Le secrétaire général Kabouya a taxé l'ancien président de la République et sénateur à vie comme étant un danger pour ce pays. Mais il ne vient pas siéger. Interpellé. Mais il ne vient pas siéger. S'il vous plaît. Il a débité des provocations, il a d'ailleurs légalisé et légitimé la fraude électorale avec les élections de la ville-province de Kinshasa. Je vais parler ici du gouvernorat provincial. Sans pour autant être inquiété, le ministre d'État est arrivé, le ministre de Justice est arrivé, sans pour autant rebondir sur la question. On attend aujourd'hui le monsieur Constant Moutamba venir attaquer et demander des explications à monsieur Kabouya pour les propos débités par lui. Non, on attend Kabila ici. Patrick Piana, pardon, le temps nous fait défaut. Merci, madame, messieurs, d'avoir suivi semaine en 45 de ces jours. Vous comprenez que là, on vient de recevoir Patrick Piana, qui est secrétaire fédéral UDPS Tshisekedi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Joseph Edeba, président fédéral et Lukunga 1, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et cadre de LGD, voilà. Et Christian Mayassi, cadre communicateur Ensemble pour la République. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Semaine en 45 revient la semaine prochaine avec une autre thématique. Portez-vous bien dans vos demeures.